caméra est là. Impec. Bonjour à tous, du coup je pense que je vais commencer même s'il y a encore des gens dehors. Moi c'est Corben. Je vais vous parler du désassemblage d'applications Android, puisque j'ai eu un petit peu trop de temps dans les quelques derniers mois visiblement. Et j'ai joué un petit peu avec les applications Android vite fait. On va voir comment ça se passe. Si j'ai bien le focus, voilà. Donc Android, vous avez peut-être entendu parler de Android et Java. On peut programmer en Java pour Android, c'est même le langage recommandé. Mais il se trouve que, comme on va le constater, Android ne fait pas tourner une vraie machine virtuelle Java. En fait, elle s'appelle Dalvik. Et comme vu sur dalvikvm.com, qui est, je crois, le site officiel, j'en suis même pas sûr, les programmes Android sont compilés dans un format qui s'appelle le DEX pour Dalvik Executable. Et en fait, ils sont distribués dans une archive zip, un peu comme les jars Java. Donc on peut très bien les ouvrir avec un zip, comme on va le voir. Et justement, si vous lancez File sur une application Android donnée, au hasard, vous allez voir que en fait, c'est juste un fichier zip qu'on peut le décompresser, qui a différents fichiers à l'intérieur. Alors, puisque j'avais originalement prévu que ce serait un workshop et pas une conversation collégiale, j'ai pas prévu beaucoup de slides, donc je vais faire ça de manière un peu plus interactive et on va regarder déjà si on peut télécharger un point APK et le dézipper, parce qu'on n'est jamais mis par soi-même. Si j'ai le focus, non. Comment on sort de là? Comme ça, ok. C'est con que j'ai pas de micro à côté de pour la tête avec un casque. Alors. Non. Voilà, mieux. Ok, je pense que vous connaissez ce site. Et au hasard, on va taper allez, directory listing, APK. On devra en trouver quelques-uns. Bla 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 bla. Ça sert pas mal. Ok. Bon, moi je prends l'allemand donc ça va, mais ça ne devrait pas jouer. Alors on va le sauver quelque part. Au hasard, ça HTMP. Hein. Voilà, truc. Un terminal. Toi, non. Donc, comme j'ai dit, file, c'est une commande qui connaît un certain nombre de valeurs magiques qui définissent quel est le type de fichier que vous avez obtenu, que vous voulez analyser. Et si on prend ce point APK, c'est bien un fichier zip. Et si jamais j'essaie de le décompresser maintenant sous vos yeux, et non, effectivement, des fichiers à l'intérieur. Alors, il y a pas mal de XML, des images. Mais ce qui nous intéresse ici, au-delà de l'information méta, qu'on pourra aussi regarder plus tard, c'est ce fichier. Alors, pourquoi? Puisque, comme je l'ai mentionné, on a affaire à des exécutables DEX. Et ce qui nous intéresse, c'est effectivement ce format de fichier. Alors, il est défini de façon ouverte. Il y a le standard est complètement ouvert. Au début, il ne l'était pas. Donc, vous allez trouver des sites qui font du reverse engineering du format DEX, qui sont du coup un peu plus anciens et pas forcément à jour, mais c'est une bonne source d'inspiration pour savoir à quoi ça ressemble. Et justement, contrairement à Java, qui utilise une VM avec un mécanisme de pile, où il y a, je ne sais pas s'il y a deux registres ou pas, mais en tout cas, les programmes, quand ils s'exécutent, ils empilent les valeurs, ils accèdent les valeurs sur la pile, etc. En fait, avec la machine virtuelle Android, on a quelque chose de radicalement différent. Et il y a quelque chose comme 256 registres qui sont disponibles et qu'on peut utiliser directement. Alors ça veut dire que le langage machine Dalvik est différent du langage machine Java, ce qu'on appelle le bytecode. Et si vous allez donc sur ce site, par exemple, vous allez voir une comparaison des deux bytecodes face à face. Et ils sont en fait radicalement différents. Le format DEX lui-même est aussi organisé de façon différente que le format Java. Le format Java est plus, je dirais, avec tous les champs des fichiers qui sont organisés les uns à la suite des autres, pour que la VM puisse charger rapidement le fichier. C'est vraiment optimisé pour charger vite.
Alors que le DEX ressemble plus à un format de fichier ELF classique, même si c'est en fait du Dwarf, mais c'était aussi assez courant sur certains Unix, peut-être un peu plus obscur que ceux qu'on utilise aujourd'hui. Mais vous allez trouver des choses familières si vous connaissez un peu ELF, comme un en-tête, des identifiants, des types. Alors après, il y a des choses spécifiques à Android, bien sûr, les encodings. Les maps, ça revient un peu aux sections dans ELF, et qui liste ensuite des maps d'items, avec les différents types de sections, etc. Et donc, concrètement, comme j'ai dit, Dalvik n'a rien à voir avec Java, le runtime classique, dans le sens où même pour le programmeur, en fait, ça n'utilise pas les mêmes classes, donc on ne va pas pouvoir se référer aux API classiques de Java, en tout cas pour tout ce qui est Swing, Auth et autres. Et apparemment, ça a repris le projet Harmony de Apache, de la fondation Apache, pour ce qui est du framework lui-même. Alors j'ai pas de... Moi je développe pas en Java, j'aime pas trop, donc je connais rien du tout là-dedans, mais peut-être que vous connaissez mieux que moi. Un peu plus de détails maintenant, donc comme j'ai mentionné, la VM est différente, elle a été adaptée pour les appareils mobiles, elle a été faite pour pouvoir tourner avec plusieurs instances sur le même matériel, même en embarqué, ce qui est un peu un challenge avec Java aujourd'hui. Si vous essayez de lancer Java sur votre Freerunner, à mon avis, il ne va pas être content. Et là où le bytecode Java exécute, en fait, est codé sur 8 bits, donc à chaque fois l'instruction d'un octet. Dalvik utilise un format relativement fixe, plus courant, qui ressemble plus à RISC, si vous faites un peu d'assembleur RISC, mais qui a comme intervariable. En fait, il est aligné sur 16 bits, donc vous avez à chaque fois des groupes de 2 octets, et vous allez avoir des instructions qui vont être de 16 bits à, je sais plus combien, 64, je crois, il me semble, le maximum. Donc c'est un mix entre une architecture avec une taille une taille d'instructions fixes et variables. Donc si vous faites aussi du x86, ça va aussi vous servir. Alors le bytecode Dalvik, il ressemble à ça. Alors là, c'est une vue depuis l'outil que je vais vous démontrer, que je vais vous présenter juste après. Vous avez des instructions qui ressemblent à ceci ici, qui sont du coup assez verbeuses. J'ai repris le standard pour les nommer. Donc à chaque fois, vous avez un identifiant qui est lu sur 8 bits, qui est ici. Donc si jamais vous avez une instruction qui va commencer par 0xAB, ben, ça va être add double. Et là, ce que j'ai inscrit dans le reste du fichier, c'est les opérandes en fait. Là, c'est le fait que l'instruction est codée sur un seul octet. Là, le premier argument va être un registre sur 8 bits. Deuxième, un registre sur 8 bits. Le troisième, un registre sur 8 bits. Ensuite, là, il n'y a que deux arguments, un registre sur 4 bits, aucun, etc. Et bien sûr, il y en a encore beaucoup d'autres. Je vais même vous le montrer d'ailleurs, puisque j'ai ce fichier là dans un coin quelque part. Si je trouve ma souris, ou alors même on va reprendre le terminal qu'on avait juste avant. Là. Alors, échappe, parfait. Un instant. Alors, pour comparaison, je vais commencer par Java. Alors vous allez voir, ça ressemble à peu près à la même chose, mais c'est pas les mêmes instructions. Donc les mêmes valeurs ne vont pas avoir le même sens, les arguments sont différents. Ici, c'est des valeurs immédiates. U, c'est pour unsigned. Donc on n'a pas d'accès à des registres ici, avec ces définitions-là. Et comme vous allez le voir, la liste d'instructions est relativement courte, puisque je les ai quasiment toutes implémentées ici. Et en tout, il y a 200 instructions en gros, quoi. Voilà. Et maintenant pour Dalvik. Tac, est-ce que je l'ai appelé comme ça? Ouais. Parfait. Ça va être plus sympa, avec des couleurs. Et donc, comme ce que j'ai montré dans le slide, vous avez les instructions ici, donc avec des registres dans tous les sens, des valeurs immédiates aussi, évidemment. Je les ai aussi mises avec la taille en nombre de bits et U pour unsigned. Vous avez des instructions machine qui sont parfois sur 2 octets, qu'on voit là, comme défini ici. On peut même faire une recherche dessus, etc. Donc, il y a même parfois des instructions qui ont plusieurs modes de fonctionnement, ou non, elles sont explicitement nommées. Par exemple, si jamais vous cherchez une variable, vous pouvez dire il y a un bytecode différent pour si jamais vous cherchez une valeur booléenne, un byte, un char, un objet, etc. À chaque fois, ça va changer la taille de l'instruction elle-même. Alors on pourra voir ça plus en détail ou plus concrètement plus tard. Mais là, en gros, ben, je vais revenir au début des listes des instructions. On en a... Je ne sais pas si je les ai toutes mises, j'ai fait le maximum, mais peut-être qu'il en manque.
à peu près aussi 256, quoi. Enfin un peu moins de 256, puisque elles sont en général encodées sur 8 bits. Alors pour revenir au slide, ce que je viens de montrer, donc, c'est le désassembleur que j'ai écrit dans mon temps libre, qui était visiblement trop important. Ça fait partie d'un projet plus gros sur lequel je travaille depuis quelques années, qui s'appelle DeForaOS. Donc tout est sur defora.org. Et je travaille essentiellement avec un accès CVS. Si vous voulez le code source, vous pouvez tout récupérer directement tout de suite avec cette ligne. Je crois qu'il y a le Wi-Fi ici, je ne sais pas s'il marche. Vous allez me dire. Et hier, j'ai été sympa, j'ai fait des releases en Tarball, donc je vais vous donner l'adresse juste après. Il y a aussi une interface web comme un browser CVS classique. Et il y a juste 2 dépendances, 2 librairies que j'utilise partout. Donc voilà, désolé, mais il faudra installer 3 trucs au lieu d'un. Donc hier j'ai sorti, alors là il n'y a pas tout le lien, mais vous allez sur defora.org et je vais même vous le montrer tout de suite. Ici, non, échappe. Voilà. Voilà, alors le site ressemble à ça, full screen c'est encore mieux. Et donc dans développement, il y a la liste des projets. Comme vous voyez, j'ai eu beaucoup trop de temps, il y en a 42. Et donc l'assembleur il est là. Les fichiers ici. Donc j'ai sorti la 0.2.0 hier. J'ai renommé le projet, c'est pour ça que les releases d'avant sont plus là, parce que j'ai tout réécrit récemment. Et visiblement il y a des icônes qui ne marchent pas, mais vous pouvez quand même cliquer ici et choper le code. Une seule fois, merci. Et donc pour le reste, c'est pareil, il vous faudra dans les projets la libsystem qui est là. Hop, 0.1.6 ça devrait le faire. Et la libcpp qui est dans le projet CPP. En fait donc c'est pas juste un projet d'assemblage, c'est aussi un assembleur, mais en informatique, un bon code qui s'est assemblé, c'est aussi désassemblé. Donc un codec, c'est aussi bien un codec décodé en théorie. En tout cas, c'est dommage de faire l'un et pas l'autre. Et là où je voulais en venir, c'est... Ah oui, le langage assembleur que j'ai défini pour créer mes fichiers, ce que je supporte aussi x86, d'autres trucs, dépend de CPP, qui est une implémentation fait maison d'un préprocesseur C. Donc vous ne pouvez pas encore utiliser les macros, mais les valeurs de remplacement et autres. Donc méfiez-vous si jamais vous utilisez mon assembleur pour coder l'assembleur, puisqu'il y a quelques trucs qui vont être interprétés quand même, mais pas tout. Et la libsystem, c'est juste des conveniences, des facilités pour le développeur, pour ce qui est fichier de conf et autres. Donc bien sûr, vous me dites si jamais ça marche pas. Ouais, j'en étais là. Si jamais vous voulez passer par le CVS, vous pouvez vous contenter de bootstrapper d'abord juste les makefiles, puisqu'il n'y a pas de système configure ou quoi. Les makefiles sont générés automatiquement suivant le système de cette manière, et c'est optionnel d'ailleurs. Et ensuite, c'est dans système src libsystem, apps devel src cpp et apps devel src asm. Normalement, make install suffit, mais vu que j'ai aussi un binaire cpp, d'ailleurs le slide est faux, je vais le modifier. Non, c'est PDF, donc ça va le faire. Là, il manque un bin, mais bon, vous saurez corriger de vous-même. Donc voilà, ça ne devrait pas être trop compliqué. Sinon, vous me dites si ça marche pas. Moi, je bosse avec le CVS, donc si jamais ça ne compile pas avec les sources que j'ai sorties, c'est ma faute. Donc n'hésitez pas. Alors, comment se servir du désassembleur? Alors, concrètement, je reviens ici, je suis dans le bon répertoire, ouais. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Alors, les sources sont dans SRC, bien sûr, tout ça, avec l'assembleur. Et il y a aussi l'autre désassembleur qui est là-dedans. Voilà, il est là. Alors, j'ai pas tout documenté, mais il y a quand même quelques lignes de commande différentes qui sont supportées. Vous pouvez forcer une architecture, sinon elle est détectée. Vous pouvez forcer un format, sinon il est détecté. Et un truc assez cool, je trouve, surtout pour les exploits codeurs parmi vous, parce que peut-être il y en a, c'est qu'on peut directement utiliser une chaîne pour assembler des assemblées. Donc si jamais je me dis que je veux du x86 et que j'ai mis un petit échappement et que je veux décoder un 0x90, ben il va me dire que c'est un op. Je trouve ça pratique. Et parmi d'ailleurs ce qui est supporté, vous allez voir, j'ai même ajouté ARM hier. Donc je décode AMD64, ARM, Dalvik, x86 en mode protégé comme en mode réel. Ensuite j'ai séparé les différents processeurs x86 par liste d'instructions supportées. Java, bon MIPS c'est pas fini. Spark 64, et c'est déjà pas mal.
Au niveau des formats de fichiers, non seulement DEX, mais aussi ELF. Flat, c'est pour les fichiers sans formatage, donc je peux aussi faire un fichier avec juste quelques octets, il va le décoder. Java, qui est pas complètement fonctionnel, et PE pour les exécutables Windows. Et oui, ça marche. Alors, ensuite, des assemblées. Alors, on va aller voir ce que j'ai des IP tout à l'heure. Alors, dans temp, il doit y avoir classes dex, voilà. Il y a un seul fichier avec tout le code, a priori. Et on va mettre un pager. Est-ce que ça marche? Ouais. Alors, évidemment, dans le format Dwarf, il n'y a pas vraiment de section qui s'appelle text ou autre, mais j'aurais vu que c'est du code générique de mon framework. J'ai appelé ça comme ça. Mais effectivement, la première instruction, elle commence à l'offset 17 D4 du fichier. Et c'est du chargement de constante, visiblement. Alors, j'ai pas étudié plus que ça le bytecode Android lui-même, mais il est assez explicite. Donc là, on va même vérifier si tout va bien, avec un éditeur hexadécimal, puisqu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et si on va à l'offset, comment ça marche? 7D0, ça doit être un truc comme ça, non? Qu'est-ce que ça disait? Ah si, c'est bon. Ok, donc on était au 4, et a priori, ça commence là, si je me souviens bien. Strix 61, alors c'est du Little Endian, il me semble, le format. Mais je sais pas si... Non, en fait, le premier octet est considéré aligné sur 8 bits, donc le premier octet va être le bytecode lui-même. Et donc là, si on compare avec la liste d'instructions elle-même, ça doit être dans le coin. Tac, c'était un Strix 61. On a sGetWide. Alors, est-ce que ça correspond? Je crois que non. Il y en a d'autres? Ce serait étonnant. Non. Tac, c'était le 1. Ah, j'ai oublié un 1 au début, donc ok, mon offset n'était pas bon. Je retourne dans l'hexadécimal, ça doit être lui, ouais. Voilà, et au 4, on a 0x12. Alors 1, 2, 4, 3. C'était pas lui. Troisième. Voilà, on a dit 0x 1, 2, const 4. Ok, ça a l'air de correspondre. Et donc visiblement, je désassemble bien correctement ce fichier. On va y retourner. Voilà. On va même mettre un peu de couleur, même si c'est pas forcément super. Ça correspond pas forcément super bien. Je suis pas dans VI, c'est pour ça. Ce sera plus sympa. Petit coup d'assembleur. Et voilà, la couleur, tout c'est plus visible. Et donc on a bien des instructions avec un alignement sur 16 bits visiblement, puisqu'on a à chaque fois des groupes de 2 octets. Là on a une instruction qui est sur 32 bits. En dessous ici on en a sur 48 visiblement, donc c'est pas forcément un multiple de 2, pas directement. Et comme vous pouvez le voir, on a des appels de fonctions. Alors j'ai même poussé le vis jusqu'à interpréter la table des chaînes et choper quelle fonction c'est. Alors j'ai pas vérifié si ça correspond bien, je me suis juste fié au standard, enfin à la définition du format du fichier. Mais visiblement là on va regarder ça. On a une première fonction dont j'ai pas le nom, peut-être que je pourrais implémenter ça plus tard, je crois que c'est possible, qui appelle son initialiseur, visiblement son constructeur, je suppose, qui charge des constantes, dont des chaînes. Alors la chaîne 0 elle est toujours vide il me semble. Donc là il en charge 2, il crée un tableau d'une taille, après il faut aller voir l'instruction, qu'est-ce qu'elle fait vraiment. Je suis pas un décompileur encore, je vous laisse le faire. Et donc là il appelle la fonction inValue, alors je ne sais pas si elle est définie dans Java ou dans le framework Android, j'en ai aucune idée, mais il y a de la doc pour ça. Il y a quelques branches, ici on a un if, less or equal visiblement. Donc ensuite c'est juste un problème de temps, il faut se poser avec un bon café, un bon thé, une bonne bière, je ne sais pas ce que vous préférez, et puis regarder ça à la main et essayer de comprendre ce qui se passe. Il y a quand même parfois des choses qui sautent aux yeux. Par exemple, là on a un goto, alors l'offset je ne sais pas s'il s'applique à la position en cours, au début de la fonction ou quoi, mais il faut voir. Mais ce que j'ai constaté des fois, c'est que les exceptions sont directement après les fonctions. Alors vu que les gens utilisent tous le même compiler Java, il me semble, celui d'Eclipse, celui de Sun d'ailleurs, parce que oui d'ailleurs c'est le seul supporté. Je pense que la plupart des fichiers Android sur le web que vous allez trouver,
vont avoir le même schéma à peu près au niveau de l'organisation du code et, euh, et visiblement des exceptions, comme là on a du code qui a priori n'est pas... là c'est peut-être pas une exception, sinon il y aurait un throw, d'ailleurs on doit y en avoir. Voilà, là on a une exception qui est implémentée et elle dit... Alors V4 c'est un registre, comme dit, il y a un sacré paquet de registres et sont référencés non pas avec un nom mais directement avec le numéro. On en a donc jusqu'à parfois même 189. A priori, j'ai décodé ça correctement. Il y en a 256 en tout, voire non, il y en a 65 000. On peut accéder les registres sur 16 bits avec certaines instructions, donc il y a vraiment 65 000 registres. Et là, alors tout à l'heure, on avait une chaîne intéressante, je crois. Visiblement, cette application envoie des messages, puisque Nachricht versandt, ça veut dire message envoyé. Donc après, on peut s'amuser. Visiblement, le développeur avait quelques soucis de debugging, donc il a laissé du code qui affiche la stack trace dans son binaire. À vous après de le joindre si jamais vous avez le goût. Sûrement qu'il y a d'autres informations intéressantes à trouver, je ne sais pas, c'est votre imagination après. Mais évidemment, on peut trouver aussi des trucs sympas, comme là il y a une adresse, alors je ne sais pas ce qu'elle fait. Puisqu'on a du temps, on va aller voir. Avec le browser, il est là. Je vais sélectionner le lien. Ici. Bon, c'est cool, on a trouvé un truc. Je sais pas ce que ça fait, mais ça se trouve, ça serait sur l'écran de l'application Android. Peut-être que c'est juste une application avec un widget HTML, et peut-être on pourrait jouer un peu avec ça plus tard. Je laisserai face à vos responsabilités. Moi, j'ai des principes. Ils sont là, si vous voulez. Et donc après, je vais peut-être revenir au slide pour l'instant. On peut continuer, c'est pendant des heures sinon. Si vous voulez participer à l'un ou l'autre sous-projet de D4RS, c'est possible et avec plaisir. Vous pouvez, il y a une mailing list en place avec déjà quelques personnes qui postent, mais bon, à part moi, pas grand monde. Vous pouvez bien sûr rapporter les bugs, les wishlists. J'essaierai de faire mon mieux pour les implémenter si jamais ça me plaît aussi. Et puis bien sûr, vous pourrez aussi committer, puisque j'ai déjà un contributeur externe, même si je peux être parfois hyper peut-être sectaire sur le coding style et des trucs, je sais pas, j'ai pas encore bossé en groupe là, sur ce projet, mais là j'ai un pote qui m'a rejoint, ça se passe bien. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous invite à contribuer. Et pour plus d'infos sur le format Android, il y a quelques blogs intéressants que j'ai mentionné, notamment quelqu'un qui a travaillé sur le format Android avant qu'il soit ouvert. Et je crois que c'est cette personne ici. Alors je peux pas cliquer dessus, je vais le recopier, je sais pas comment. Non, il veut pas. Ça va être intéressant. Alors voilà, ça c'est les fichiers qu'il a sortis par rapport au billet de blog qu'il a fait. Et son blog doit être là. Alors, il y avait un post intéressant, je sais plus où il est. Peut-être que je me trompe de lien. On va aller voir les autres. Celui-là, je crois. 2007. Donc en 2007, il me semble que le code, les spécifications du code n'étaient pas encore ouvertes. Alors, est-ce que j'ai pu tout copier? Non, mais on va voir s'il le prend quand même. Non, ok. Est-ce que c'est un site sympa? Non. Sinon, j'irai dans mes slides. Alors lui, je crois que c'est un chinois, mais qui écrit en anglais. C'est suffisamment rare pour être noté. C'est plutôt cool. Apparemment, c'est un peu lent. Ouais, il aime pas.
ici, c'est bon. Ok. Alors, avec du bol, il y aura les archives. Ouais. C'était en 2007. Est-ce qu'il y a des gens qui ont essayé mon application de télécharger des applis Android et qui ont réussi de décompresser, désassembler quelque chose déjà ou on s'y remet? Je peux le refaire du début, hein. Enfin, je veux dire, je peux montrer comment télécharger les applications, les compiler, les installer et s'en servir peut-être en plus détaillé, bien plus détaillé. D'ailleurs, on dirait que le site web est d'accord. Alors c'est parti. On va farmer tout ça. Encore un, ouais. Excusez-moi un instant. Ok, alors je vais partir du CVS et je vais partir de 0. Je vais désinstaller tout ce qui est depuis mon arbre. Voilà, tout ça. Merci. Donc la libsystem, comme j'ai mentionné, elle est là. Et je peux même faire un disk clean. Ou voir, même encore mieux. Donc si jamais vous vous référez au slide, vous allez voir que j'ai mis la commande make bootstrap. Par défaut, mes makefiles marchent un peu mieux sous BSD que sous Linux, mais au pire, si jamais il y a un souci, vous entrez cette commande ici, alors ça fait rien de mal, hein. On va même regarder le makefile. J'ai un pauvre script. Bootstrap, il appelle build.sh, où il peut définir le préfixe, si jamais vous voulez pas installer dans user local, parce que par défaut, c'est user local. Et donc, build.sh, c'est un script shell ici, qui me permet d'aller plus vite quand je fais des grosses opérations avec le code, et il n'y a pas grand chose non plus, ça appelle make en gros, quoi, avec les différents flags. Et le bootstrap est un peu plus intelligent, il va bootstrapper d'abord juste ce qu'il faut pour régénérer les makefiles, configurer le code, et tout ça, avec les bonnes libs. Voilà. Je préfère ça à un configure avec 10 000 lignes où on ne sait pas ce qui se passe. Donc, build.sh, je vais laisser le préfixe par défaut, ça va être plus simple, et bootstrap. Alors, la libsystem, pour ensuite générer les makefiles avec configure, voilà, il génère tout. Là, vous pouvez sortir. Ensuite, on retourne dans le libsystem, normalement elle devrait compiler. Je recommence du début. Voilà, donc ça se passe bien. Ça installe un fichier pkg-config pkg-config dans local lib. Donc si jamais vous n'avez pas le répertoire avec le fichier pkg-config ici dans votre environnement pkg-config, ça ne va pas le trouver. Donc il faudra utiliser genre pkg-config pass. Et chez moi, c'est bien user local lib parce que par défaut, il va chercher ailleurs. Donc ensuite, je dis la libsystem. Au niveau des librairies de base, ça suffit. Il faut aller voir le préprocesseur qui est là. Alors pareil, maintenant normalement son makefile il est propre. Et je vais l'installer depuis 0. Alors c'est là qu'il y a un petit souci. Si vous utilisez GCC, a priori vous avez déjà un... Bon ça c'est le mien. Vous avez déjà un binaire CPP. Mais le problème c'est que si jamais votre pass utilise celui de GCC d'abord, non plutôt si jamais il utilise le mien d'abord, ça va pas marcher. Vous allez avoir un problème à la compilation de l'assembleur, comme je vais le montrer là. Bon, apparemment ça passe quand même. Peut-être que mon pass est fourbe. Il prend pourtant le mien d'abord, a priori. Ok, c'est pas grave. Bon, en tout cas, ça chierait.
Et ça pourrait être pour ça. Donc je vous recommande d'effacer, chaque fois que vous installez cette lib-là, le binaire, pardon, CPP, voilà, celui-là. OK. Alors maintenant, il est dans l'assembleur, si tout s'est bien passé. Sinon, vous me dites. Hein. Workshop Spirit, tout ça. Et donc là, pareil, make this clean. Alors, là aussi, il y a une petite subtilité. Au début, ça se passe bien. Mais si vous avez juste mis make et pas make install, il va essayer de compiler ma série de tests. Alors, c'est pas grave. L'assembleur lui-même a bien compilé, si jamais vous arrivez ici. Mais il s'attend à avoir un plugin par architecture supportée. Et si jamais ils ne sont pas installés, ça ne va pas compiler. Donc, si jamais vous faites juste ça, en fait, les programmes de test passent. Un instant. C'est pas celui-là. Tant pis pour lui. J'appellerai plus tard. Donc, oui, l'assembleur, il est là. Maintenant, il est installé. Alors, il assemble. Je peux peut-être le montrer dans le test. Si vous voulez un fichier, aller du bytecode Java, enfin des instructions Java. J'ai mis la liste des instructions que je supporte à peu près. Donc, c'est une syntaxe à peu près classique, hein, avec le nom de la section d'abord, l'instruction avec après un espace, c'est important. Les valeurs immédiates après un dollar. J'ai pris une syntaxe un peu hybride entre x86 et enfin la syntaxe Intel et AT&T, puisque j'aime bien le côté AT&T pour source destination et j'aime bien le côté Intel pour la syntaxe elle-même, enfin les sigles qui sont utilisés. Alors au final, je me suis rendu compte que pour avoir un framework relativement dynamique et qui supporte diverses architectures, j'ai pas pu conserver le style AT&T partout, puisque c'est trop dépendant de comment l'instruction est encodée pour savoir comment ensuite dans le code tel que je l'ai fait encoder l'instruction proprement. Et du coup, j'ai essayé de me rapprocher du manuel original de chaque architecture à la place. Donc si jamais c'est x86, ça va être la syntaxe Intel. Si jamais c'est enfin, l'ordre des opérands Intel, si jamais c'est pas x86, en général, ça va être l'architecture. Donc source destination. Le désassembleur peut aussi donc décoder ce qui est en Java, a priori. Si je le force en Java, peut-être. Il connaît pas le début, peut-être parce que il m'a un en-tête qui est cassé, parce que j'ai pas tout fait. Voilà, et je vais lui dire si c'est en flat, pourquoi ça marche pas. Bon, je sais pas, visiblement il y a un truc qui marche pas. C'est pas grave. Normalement, je sais pas si j'ai dû. De l'UXI. C'est peut-être normal. C'est pas installé, c'est bizarre ça. Ah non, c'est parce que c'est pas le bon nom de fichier. Bon, ok, là ça n'a pas marché. J'espère que j'ai pas cassé mon install. Ce serait con. On va vérifier. Si c'est bon, ok, ça marche toujours. Bon, alors, puisqu'on a du temps, on va continuer nos recherches. C'était où? C'était là. Sur le net. Et donc, on a déjà trouvé un truc potentiellement intéressant, même si ça a l'air relativement basique. On va voir si on peut pas trouver d'autres fichiers APK. Ou même, je peux peut-être vous raconter une anecdote sur Android et le market. Quelque chose qui m'est arrivé il y a quelques mois quand en fait j'ai démarré ce projet. Je voulais analyser une application Android précise pour un projet de boulot. Et en fait, sur le market, on ne peut pas si facilement que ça télécharger une application. Je m'en suis rendu compte relativement vite, puisque donc j'ai un téléphone sous Android, mais qui n'est pas officiel. C'est un vieux HTC qui était sous Windows Mobile. J'ai mis un Android d'une distribution communautaire qui s'appelle XD Droid ou XDA, je ne sais plus. Et en version 2.2, donc avec la nouvelle fonctionnalité de Google que Google a mise sur le marché. Donc j'ai pris cette distribution non officielle. Je me suis enregistré sur le marché avec mon téléphone, tout va bien, et je voulais télécharger l'application sur mon portable. Alors j'ai pris mon compte
Gmail, Google, etc. Un mot de passe pour tous. Je suis allé sur l'Android Market avec mon browser classique et je me suis fait jeter. Alors je sais pas si j'ai mes... Peut-être je peux le faire ça en direct. Pas avec ce browser, mais quoique, peut-être que si. Ah bon, en même temps j'ai désinstallé tout mon OS, donc c'était pas le bon moment. Je vais le remettre. Voilà, une petite seconde. Je pourrais même parler des projets de l'OS après si vous voulez, s'il y a le temps. A priori j'ai encore 2 heures, donc si jamais ça vous saoule, vous me dites, on change de sujet. Je pense qu'on peut s'arrêter là, presque. Voilà, ça suffit. Une petite magouille parce que WebKit est pas très rassurant. Si on active ASLR, il crache. Voilà, merci. Donc je disais Google, Android Market. Alors comment on fait déjà? Pas comme ça. Ah, mais là, je vais peut-être pas pouvoir personnifier mon user agent, mais c'est pas grave. Donc là, on peut aller donc, sur le marché avec son browser classique. On peut donc, allez, on va prendre une application au pif, TripIt. Installer. Alors qu'est-ce qui va se passer? Connectez-vous pour installer cette application Android. Mais je suis connecté là. Bon, d'accord, connexion. Qu'est-ce qu'il me demande? Mon mot de passe Gmail. Alors, si je m'en souviens, j'essaye. Pas mon compte mail. C'était quoi? C'était marqué? Ah, ok. Voilà, on y est à nouveau. On a bien la page. TripIt, menu, installer. Parce que moi, j'aimerais bien quand même savoir ce que j'installe sur mon téléphone, quoi. C'est un minimum. Et peut-être que si j'active JavaScript, ça va se passer mieux. Je ne ferai pas de commentaires. J'en pense pas moins. Toujours pas. Non, il faut G statique maintenant. Non, je l'ai déjà. YouTube, pour télécharger une application sur son téléphone. Non, c'est une... Faut arrêter de déconner, quoi. On va voir. Encore un plugin. C'est YouTube. C'est comme une blague, non? Franchement, allez. Voilà. Alors maintenant, là c'est moins drôle que quand j'ai fait l'expérience parce que j'ai pas mon téléphone allumé à côté de moi. Il me faudrait un petit moment pour le booter parce que comme j'ai dit, c'est pas officiel. Mais en gros, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai cliqué sur Install, là, au lieu de me donner l'application sur mon PC ici, que je puisse la récupérer et l'analyser, et ben ce con, il l'a envoyé directement sur mon téléphone. Mon téléphone s'est allumé et a installé l'application. Ce qui veut dire que Google a le contrôle sur votre téléphone. C'est-à-dire que Google a un channel de communication entre le téléphone et lui, même sur une application, même sur une distribution communautaire, qui est donc pas liée à Google, ni à un fournisseur d'accès, ni à un fabricant de téléphone, parce que c'est open source et c'est fait par la communauté. Et tout de même, Google a pu pousser une application sur votre téléphone. Alors ça m'a pas rassuré. Heureusement, il y a quand même une méthode. Je ne sais pas si j'ai fait ça avec ce browser, donc je ne sais pas si j'ai directement le bon user agent dans le coin, et j'ai même pas l'extension web bidule là. Bon, on va l'installer. Hein.
On y passe après. Euh, Tac. Vous allez voir comment on triche pour récupérer une application Android sur le market. Puis avec du poil, on va pouvoir la désassembler. Si Medor veut bien lâcher le câble. Enfin, c'est du Wi-Fi. Ou alors ça ira plus vite si on cherche. Allez. Voilà, parfait. Installe-toi. Bon, d'accord. Pourquoi il veut Mozilla.net? Je sais pas sur Mozilla.net. Voilà. Donc, pourquoi c'est sur ce bureau? Je redémarre Firefox, comme tu veux. Parfait. Est-ce que je suis toujours authentifié? Normalement, non. Si. Cookie persistant, très bien. Ah, il dit qu'elle est déjà installée. Je sais pas si ça va me rendre service. On va voir. Alors, comment on triche? Ici, là, iPhone 3. Non, il va pas être content, je pense. On va en mettre un nouveau. Alors, on va en trouver un, je sais pas comment. Ici. On va demander à Google hein, pour se marrer. Apparemment, il y a d'autres gens qui ont le même problème. Ah, c'est pas le même là. Changer d'user agent. Ça, c'est pas mal. Une bonne base de données, Google Nexus et tout, parfait. Bon, ben voilà, c'est parti. On va dire qu'on a un Nexus maintenant. Comme ça, user agent, Nexus, c'est toi. Ça, normalement, il devrait l'enlever tout seul. Non, mais je pense que ça va pas jouer. Ouais, ok, on sait jamais. Voilà, on enlève tout. Ok, ok. Alors, c'était pas là. Ici, un petit coup de refresh. Alors, si tout se passe bien, elle va même modifier la gueule du site pour l'adapter pour les écrans plus petits. Mais je sais pas si ça a vraiment marché là. Ah oui, je l'ai pas encore switché, correct. Par défaut, Nexus, s'il te plaît. Allez, c'est parti. Oui, oui, c'est très bien, il y en a qui suivent. Je suis rassuré, là je vous entends pas. Plutôt que je vous demande si jamais ça marche et tout. Et j'ai rafraîchi ou... Ok, bon, on va voir si on peut pas en choper une autre. Allez, toi j'aime bien ton nom. Si jamais ce JavaScript là marche bien, il va même me dire si jamais il trouve que c'est un téléphone ou pas. Allez, on va remettre ça. Ça devrait lui faire plaisir. Cool. Je suis sur mon laptop là. Hein. Alors, envoyer à mon téléphone. Non, c'est pas ce que je veux. Peut-être qu'il a trouvé que c'est pas mon téléphone. Ouais, ok. Alors il faudrait que je retrouve le user agent de mon téléphone. Par contre là, ça va peut-être me prendre 5 ou 10 minutes. Ou que quelqu'un utilise son compte avec son user agent qu'il connaît, si jamais elle a le Nexus One. Ou si on a 5 ou 10 minutes, peut-être qu'on peut faire une pause. Puisqu'il est bientôt 4 heures, je crois. Ouais. Et on continue dans cette direction, si ça vous plaît. Hein. Ouais, ok, c'est cool. Bon bah, à tout de suite.
Alors, retour à la conférence. La caméra marche ou Ah non, ça c'est la tienne, c'est pas l'officiel de la cantine. Ok. Elle est où la caméra? Je sais pas. Ok, salut. Donc si je reprends vite fait, bon malheureusement j'ai pas eu le temps, enfin disons que je me suis laissé prendre dans une discussion intéressante par ailleurs, et j'ai pas pris la peine de chercher le user agent, et je sais pas si il veut mon code PIN. Bon alors qu'est-ce que c'est? Je sais pas si je vais y arriver tout de suite, il faudrait que le Wi-Fi marche pour ça, et avec du bol. Oula, il y a trop de trucs à se souvenir là. Mon code d'accès et tout. Ok. Alors, est-ce que j'ai le Wi-Fi? Ce serait miracle. Bon, ce que je devrais dire en fait, c'est que j'ai été mal informé sur le programme et dans 10 minutes, il y a un autre talk. Alors, je vais devoir laisser la main dans 5 à 10 minutes, donc je vais pas pouvoir peut-être finir cette démo. Mais si vous voulez jouer avec mon désassembleur, si vous voulez jouer avec n'importe quel des projets d'Ifora que j'ai mentionné, je reste dans le coin tout le week-end, donc n'hésitez pas. Et même il y a mon adresse mail normalement quelque part. Alors si je reprends mes slides qui sont là. Ici, voilà. Donc love et hate mail à corbendefora.org. Si j'ai oublié, avec un H. Ok. Puisqu'on a une guest star ici. Chaque fois que je cherche mon nom, je tombe sur lui. C'est quand même pas normal. Espèce de connu. Non. Ouais, mais je sais. Je m'en fous, j'ai des foras. C'est mon bébé. Et donc voilà, avec plaisir. Quand vous voulez. Merci. Question. Alors la question est si les applications sont protégées sur le market. Eh bien jusque-là, de tout ce que j'ai vu, je n'ai pas regardé beaucoup, elles ne sont pas protégées. Avec le bon user agent, celui qui correspond au téléphone que tu as activé sur le marché, pour finir l'histoire tout à l'heure, tu peux récupérer le point APK directement, puisque le marché Android va croire que c'est ton vrai téléphone. Et donc dans ce cas-là, tu peux récupérer le point APK et tu pourras le dézipper et sans problème quoi. Et même d'ailleurs, normalement j'en ai une ou deux ici, où j'avais fait la démo, enfin la manipulation précédemment, et je pense que je les ai dans un coin. Est-ce que j'ai un shell? Oui, merci. Non. Si j'ai dans le bon écran, voilà là. J'ai plus de shell. On va mettre un nouveau shell. Voilà, et je pense que là... Alors j'ai téléchargé le Amazon App Store et le Android Gingerbread Launcher. Et du coup, bah, j'ai pu tout décompresser à l'aise depuis le site web. Oh, ouais, il y a une autre technique aussi. Je me suis rendu compte que quand Android télécharge des applications sur mon téléphone, vu que c'est un truc communautaire, je ne sais pas trop quelle est la différence avec un système classique, mais il les a enregistrés sur ma carte SD, dans un répertoire particulier. Et donc j'ai pu accéder aussi au point APK que j'ai téléchargé sur le téléphone via la carte SD et les récupérer directement avec une copie de fichier classique, quoi. Il me semble qu'il y a un mécanisme de signature dans les applications, mais elles ne sont pas chiffrées pour autant. C'est juste une signature. Et je ne sais pas si elle est appliquée à chaque fois. Donc, il n'y a pas de problème pour au moins désassembler l'application. Je ne sais pas si tu pourras la modifier et l'installer sur le téléphone. Et je ne sais pas à quel point Android est open source ou pas, mais peut-être que tu pourras, sinon, enlever la protection ou activer le mode développeur, je crois que ça suffit, et installer une modification modifiée si tu en as le goût. Et je pense que ça marche. J'ai pas testé. Je vous laisse regarder ça. Question? Ça a compilé? Est-ce qu'il y a des gens qui ont essayé de compiler mon code? Personne? Oh, s'il vous plaît. Vite fait là. Non, bon, c'est pas grave.
Bah, alors, ce cas, je vais arrêter la session ici. Et merci encore.